En France, c'est en jouant au cube Rubik que l'on devient champion du monde. Cette année, c'est Paris, en France, qui sera l'hôte du championnat mondial de cube Rubik. Ce sont des centaines de surdoués du prisme multicolore qui convergeront vers la ville lumière pour participer à cet important événement. Antoine Quentin est du nombre. Ce franco-ontarien de 18 ans est sans contredit l'un des meilleurs espoirs canadiens. Il parcourt la planète grâce à ses talents de speed-cubeur. Quand tu vas à des compétitions, ça te donne l'occasion de non seulement juste résoudre des cubes, mais de voyager aux compétitions. Moi, par exemple, je suis commandité. Alors, ça veut dire que je peux faire plusieurs voyages, même si je suis un étudiant pauvre qui n'a pas beaucoup d'argent. Je suis capable d'aller, par exemple, ici à Paris, aux championnats mondiaux. Et le dernier mois, j'étais en voyage en Amérique latine. J'ai fait 8 différents pays, 7 compétitions. J'ai remarqué que tu as tout le temps un cube avec toi, puis dès que tu as 2 secondes, tu le sors. Est-ce qu'il y a un côté addictif au cube? Oui, définitivement. Ouais. Mais l'aspect addictif, c'est surtout relié à l'amélioration et juste de battre ses records. Et je dirais que ça, c'est ce qui garde la plupart du monde accro. Et des records, Antoine en a quelques-uns. Il détient le record canadien de la résolution la plus rapide du cube 3x3 et celui de la résolution à l'aveugle. Il est aussi le 2e au monde dans la catégorie de la résolution à une main, avec un temps moyen de 10,64 secondes. Et ces records, Antoine espère bien les fracasser durant le championnat mondial. Mais avant le début de la compétition, il doit s'assurer que ses cubes sont en parfaite condition. Comment est-ce que tu as commencé à faire du Rubik's Cube? Okay, dans le fond, j'ai un frère qui est plus vieux que moi, environ 1 an et demi. Il y a environ 7 ans, je pense. Il avait commencé à jouer avec le cube. Alors j'ai vu que c'était une excellente opportunité de battre mon frère. Ça fait que j'ai pratiqué beaucoup. Et éventuellement, j'étais rendu à peu près au même niveau que mon frère. Et c'est là qu'on a été à notre première compétition. Et puis là, après ça, j'étais rendu un peu plus accroché. Fait que j'ai juste continué à pratiquer. Mais éventuellement, j'ai surpassé mon frère. J'ai commencé à aller à plus de compétitions. Et là, je suis rendu où je suis maintenant. C'est quoi le niveau de compétition? C'est les championnats mondiaux, évidemment. Alors, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont très rapides. Je pense que, comme par exemple, pour juste le 3x3, le cube régulier, le top 25 au monde, tout le monde est là. Alors, c'est très compétitif. Réparti sur 3 jours, l'événement verra s'affronter plus de 1000 cubeurs venus de partout sur la planète qui compétitionneront dans 18 catégories de cubes différents. Fait saillant cette année, la compétition se fera en présence de l'inventeur du cube lui-même, M. Erno Rubik. C'est vraiment la compétition de cubes la plus importante parmi les centaines d'autres compétitions du genre qui existent sur la planète. Après, il y a des compétitions qui ont lieu dans chaque pays, donc des compétitions nationales. Celle-ci est l'ultime compétition, elle regroupe vraiment tous les meilleurs. Donc voilà, c'est des performances qui sont totalement atypiques, mais que tout le monde connaît, parce que tout le monde a eu, c'est le jeu le plus vendu au monde, plus de 400 millions de cubes vendus dans le monde. Donc tout le monde peut s'identifier au jeu, mais sous une autre forme, sous une forme sportive, avec une discipline et des performances incroyables. Avec le début de la compétition, c'est un véritable marathon de résolution de cubes qui commence pour Antoine Quentin. C'est quoi les différentes approches qu'on a par rapport à différentes catégories? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Est-ce que c'est le même type de préparation? En général, c'est à peu près la même chose. Avant d'aller en avant, je vais essayer de me réchauffer un petit peu. Si j'ai le temps, parfois, j'ai pas le temps, malheureusement. Ça dépend de la discipline. Ça dépend aussi combien de personnes qu'il y a dans mon groupe, parce qu'ils doivent non seulement mélanger mon cube, mais aussi le cube des autres personnes dans mon groupe. Puis, donc, les maîtres mélangeurs, ouais. Ils suivent, ils ont un plan de comment mélanger.
Il y a un ordinateur qui a généré des mélanges. Ensuite, eux, ils ont juste besoin de suivre le mélange. Et de cette façon-là, non seulement c'est un mélange complètement aléatoire, et aussi, c'est la même chose pour tous les participants. Alors, on va tous avoir le même mélange, alors c'est juste pour tout le monde. Pendant la compétition, c'est un peu un marathon. Est-ce que c'est fatigant? Définitivement. Ouais. À la fin de la journée, je suis toujours fatigué et j'ai un peu de la difficulté à penser parfois. Mais c'est toujours le fun d'aller résoudre des cubes. Oh, je dois y aller. Ah, tu vas y aller? Bon, ben, Oui. bonne chance. Merci. Le tournoi est construit en 3 rondes. Pour chaque catégorie, il y a une ronde éliminatoire, une demi-finale et la grande finale. Pour qu'un cubeur passe la première étape, il faut que la moyenne de ses temps de résolution soit parmi les 40 meilleurs. Si j'ai un mauvais temps, ça se fait éliminer, fait que c'est correct. Mais si j'en ai 2, là, ma moyenne est complètement ruinée. Fait que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu 3 vraiment bons temps. Ensuite, dans les 2 derniers, c'est rendu vraiment stressant. Alors, j'en ai un qui est vraiment pas bon. Puis là, mon dernier, j'ai encore plus de stress. Parce qu'il faut que j'en ai un bon, sinon ma moyenne est complètement scrappée. Puis là, souvent, malheureusement, j'ai trop de stress, puis là, je fais pas bien sur le dernier non plus. Alors, il faut vraiment que j'essaie de pas trop penser à mes temps. En regardant les prouesses de tous ces speed-cubeurs de niveau international, il est difficile pour un néophyte comme moi de discerner les cubeurs d'exception des autres. À mes yeux, leurs mains vont tous à la même vitesse, c'est-à-dire très, très vite. Qu'est-ce qui démarque les grands champions? C'est en grande partie la quantité de temps qu'ils y consacrent. N'importe qui peut faire le cube en 15 secondes en se concentrant vraiment. Ça exige par contre un talent particulier de le faire en 4 secondes. Il faut être très passionné. Il faut avoir quelque chose de spécial. Il y a une raison pour laquelle on appelle Félix Zemdegs le Usain Bolt du cube Rubik. Il a franchi des limites que personne ne pensait franchissables. Les champions font ce qu'une personne comme moi peut faire, mais en mieux. Ils savent mieux reconnaître les motifs et bouger leurs doigts. Je suis capable de regarder un cube et de dire que je peux le faire en 15 mouvements. Félix va le regarder et dire qu'en commençant différemment, il peut y arriver en 10 mouvements. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu peux bouger tes doigts et du nombre de mouvements que tu peux faire. C'est un mélange extraordinaire de spontanéité, de créativité, de logique et de dextérité. Certains peuvent bouger leurs doigts si rapidement qu'ils font en moyenne environ 11 mouvements par seconde. C'est fou quand on y pense, c'est presque la même vitesse qu'un colibri. Pour résoudre un cube, il s'agit de maîtriser des algorithmes et de développer l'agilité de ses doigts. Ça semble fort simple quand c'est expliqué comme ça, surtout quand on le demande à Mats Valk, un des meilleurs cubeurs du monde. Qu'est-ce que tu appelles des algorithmes? Un algorithme est une séquence de mouvements pour laquelle tu connais le résultat. Par exemple, je veux bouger ces 2 coins-ci et ces 2 coins-là. Alors je connais un algorithme, donc une séquence de mouvements qui va me permettre d'y arriver. Comme ça. Et il y a beaucoup d'algorithmes et beaucoup de situations que tu peux résoudre. Ça vient avec la pratique. Il faut juste pratiquer et s'habituer. Éventuellement, ça va devenir naturel. Non. Non, non, non. 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 Tout à fait. N'importe qui peut y arriver. Je lâche pas. Pendant que je continue de peaufiner mes aptitudes de cubeur, Antoine, lui, continue son marathon. Les rondes préliminaires s'achèvent, mais pour un joueur de son niveau, elles représentent plutôt un échauffement. Les vraies affaires, comme on dit, commenceront demain matin avec la ronde des demi-finales. Cube Rubik, jouet infernal. Un beau petit jouet pour tuer le temps en solitaire, mais en fin de semaine à Paris, c'est les championnats mondiaux. Et pendant 3 jours, il y a près de 1000 participants qui vont tenter d'obtenir la première place. Le cube Rubik est une icône incontestable des années 80. Mais c'est en 1976 qu'il est né, entre les doigts savants de Erno Rubik, un architecte hongrois.
Initialement, c'était pour expliquer à ses élèves les relations spatiales et la géométrie tridimensionnelle qu'il a créé ce petit cube multicolore, devenu 40 ans plus tard le jouet le plus vendu de la planète. Were you the first to discover how to solve this puzzle? Ouais. Et c'était une tâche très difficile. Ça m'a pris des mois et des mois pour trouver une solution pratique. J'ai fini par réussir le cube, alors ça a prouvé que c'était possible pour un humain de le faire. Parce qu'en théorie, je n'étais pas sûr. C'était quoi votre inspiration pour créer le cube Rubik? La géométrie elle-même. Selon moi, la géométrie est, comment dire, à la frontière de la science et de l'art. La transformation est une partie très intéressante de la géométrie et de la vie, de tout en général. La transformation renvoie à la manière dont les choses se produisent ou changent d'un état à un autre. Le cube mélangé est la transformation de tous les cubes. Et le cube n'est qu'une des figures géométriques qu'on peut utiliser. On peut sculpter n'importe quelle forme. Et on en a utilisé beaucoup d'autres. Des formes amusantes. À l'intérieur, le mécanisme est le même. Et en principe, elles sont comme le cube. Les casse-têtes inspirés du cube Rubik sont nombreux et variés. Il en va de même pour les participants au concours. Au championnat du monde de cube Rubik, on croise de tout. Ça va du magicien. Non, je fais comme ça. Oui. Et pour moi, c'est impossible de savoir où est-ce que je suis maintenant. Ouais. 1, 2 et 3. Ouais. À de très jeunes prodiges du cube. Comment est-ce que tu t'appelles? Ismaël. Et tu as quel âge? 7 ans. Tu penses que tu as des chances de gagner? Oui, bien sûr. Je suis le futur du cube. On croise aussi quelques personnes qui font augmenter la moyenne d'âge des cubeurs, dont Claude, le père d'Antoine. Je suis pas vite, mais je suis capable de le résoudre. Puis Antoine, qu'est-ce que ça te fait de voir ton père en compétition? D'habitude, je ne regarde pas quelqu'un qui est en compétition. Il faut savoir que tout le monde peut s'inscrire au championnat du monde de cube Rubik. Il suffit d'avoir déjà participé à une autre compétition de moindre envergure auparavant. Antoine est sur le qui-vive. La demi-finale de la résolution du cube à une main est sur le point de commencer. Des 40 meilleurs au monde qui participeront à cette étape, seulement 12 passeront en grande finale. Le cubeur canadien ne peut rien prendre pour acquis. Évidemment, puisque je suis deuxième au monde pour la résolution à une main, je mets un peu plus d'emphase sur cette catégorie-là. Et dans ce cas-là, vu que c'est plus important, je vais être plus nerveux. Alors, je vais essayer de trouver des façons de me déstresser. Je vais essayer de juste garder ma main gauche réchauffée avec un autre cube en attendant, parler avec le monde, essayer de pas trop penser à ce que je fais parce que ça peut me rendre plus nerveux. Tu penses te loger au top 3. C'est qui les compétiteurs à redouter ou à surveiller? Pour le 3x3 à une main, on est 3 vraiment, qui sont les 3 plus rapides. Il y a moi, Felix Zemdegs et Max Park. Felix Zemdegs, ça fait 10 ans, je pense, qu'il a reçu le cube. Quand j'ai commencé, c'était lui qui avait le record mondial pour le 3x3. Alors, ça fait vraiment longtemps qu'il le fait, puis il est vraiment bon. Il est définitivement considéré le meilleur au monde pour résoudre le cube Rubik juste en général. Félix Zemdegs est l'enfant chéri du cube Rubik. Tout comme Usain Bolt, Sidney Crosby ou Tom Brady, cet Australien de 33 ans est le meilleur dans son sport. Et probablement le seul qui arrive à vivre de son talent grâce aux commanditaires et aux revenus publicitaires. You have like plenty of records. Do you have like secret tricks on your side? Non, il n'y a rien de secret. Tout est connu publiquement. Au fond, c'est juste beaucoup de pratique. Tu es aussi le champion du monde en résolution du cube à une main. Peux-tu me parler d'Antoine Quentin? C'est un gars super sympathique. Je pense que la résolution à une main est sa spécialité. Il est très, très rapide. On a compétitionné à quelques reprises durant les derniers mois. On verra ce qui va arriver ici.
Antoine, deuxième tour 3x3 à une main. Comment ça s'est passé? Beaucoup d'émotions Ouais? différentes. Ben, mes 3 premières résolutions étaient vraiment pas bonnes. J'étais nerveux, j'avais de la difficulté à tourner le cube. Ensuite, à la fin, ça a commencé à aller un peu mieux. Ma 4e résolution, j'ai presque eu un temps qui était vraiment bon. Mais malheureusement, quand j'ai fait mon dernier tour, il y a quelque chose qui est arrivé et le cube a fini comme ça. Ah, Alors, c'est une résolution disqualifiée. Ça compte comme le pire temps. Alors, c'est pas trop bon, mais au moins, je suis dans la finale, je vais avoir une autre chance. Alors qu'Antoine profite d'un petit moment de répit, je rejoins Ian Scheffler dans les estrades. Cet auteur qui a étudié le phénomène du speed cubing me fait remarquer que la vitesse et la dextérité avec lesquelles les cubeurs manient leur cube Rubik rappellent celles des musiciens qui font aller leurs doigts avec virtuosité sur leurs instruments. Étonnamment, la gymnastique mentale impliquée dans la résolution d'un cube s'apparente aussi à celle des musiciens à l'œuvre. Quand les gens regardent les compétitions, ils peuvent avoir l'impression que les cubeurs ont juste donné quelques coups de poignet et c'est tout. Dans les faits, ça ressemble plutôt à un solo jazz. Un musicien de jazz doit apprendre toutes sortes de gammes et de techniques. Ensuite, il les utilise pour improviser. On a l'impression que c'est vraiment facile. Mais en réalité, ça exige des années d'expérience. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les cubeurs improvisent leurs mouvements au fur et à mesure. Avant de commencer, ils ont jusqu'à 15 secondes pour regarder le cube et planifier leur premier mouvement. C'est comme aux échecs, au sens où on essaie d'imaginer les mouvements à l'avance. Donc, ils jouent aux échecs, mais à la vitesse du tennis de table. Ils font des mouvements qui exigent une grande résolution logique à une vitesse incroyable. La demi-finale du 3x3, l'épreuve reine du championnat, est sur le point de commencer. Les participants consultent les résultats de la ronde préliminaire pour savoir s'ils se sont qualifiés. 3x3, deuxième tour. Alors, notre ami se situe en 16e position, ce qui lui permet de se rendre en demi-finale. Ça va se corser. C'est vraiment pas garanti du tout que je fasse la finale. Si j'ai une bonne moyenne, je pourrais certainement la faire, mais il faudrait vraiment que j'aille des bons temps. Souvent, dans les demi-finales, pour moi, c'est la ronde la plus stressante. Alors, d'habitude, je performe pas aussi bien que je pourrais. On va voir qu'est-ce qui arrive. Un jeune Américain du nom de Max Park est en état de grâce et survole presque littéralement la demi-finale du 3x3. Ses résolutions sont extrêmement fluides et il est capable de tourner très rapidement et d'avoir des résolutions extrêmement bonnes, mais sans utiliser des techniques avancées. Alors, c'est un peu un mystère sur qu'est-ce qui se passe exactement dans le monde du speedcubing avec ça. Max est un garçon de 15 ans. Il fait du cube depuis environ 4 ans. Il a progressé assez rapidement. Il a reçu un diagnostic d'autisme à sa naissance. Il avait de la difficulté à ouvrir une bouteille de coke, alors nous avons commencé à faire de la thérapie avec lui. Une des thérapies consistait à utiliser un cube Rubik pour développer sa motricité fine. Nous avons été très surpris à sa première compétition, parce qu'il a très bien réussi. Tout le monde nous a dit qu'il avait bien performé pour une première fois. Ça a décollé à partir de là. Il est tombé en amour avec le cube et il est allé de l'avant. La performance d'Antoine Quentin en demi-finale n'aura pas été assez rapide pour lui permettre d'atteindre la prestigieuse finale du 3x3. Mais qu'à cela ne tienne, il aura l'occasion de se faire valoir en participant demain à la finale de la résolution à une main, sa discipline fétiche. C'est une journée de compétition très importante qui s'amorce pour Antoine Quentin, le speedcubeur franco-ontarien. Il participera à la finale de la résolution à une main, dont il est le recordman canadien et le deuxième meilleur à l'échelle planétaire. Le moment fatidique approche. Il ne reste que quelques minutes à Antoine pour se préparer mentalement et physiquement. Pour un cubeur de son niveau, participer à cette finale, c'est un peu comme se retrouver sur la ligne de départ de la finale du 100 mètres aux Olympiques. La pression est grande.
Et il faut vraiment que je sois dans un bon état d'esprit. Malheureusement, quand je suis nerveux, d'habitude, c'est un peu l'opposé. J'ai de la difficulté à voir qu'est-ce qui arrive et on dirait que ça passe beaucoup trop vite. C'est toujours difficile de résoudre un cube Rubik, même quand tu l'as fait des centaines de fois. C'est très difficile à faire devant beaucoup de gens, comme bien d'autres choses. Mais utiliser des compétences de motricité fine pour résoudre un cube, faire tous ces mouvements, c'est dur quand des gens te regardent. Quand tu es au championnat mondial et que des gens de partout au monde te regardent et que tu es en direct sur Internet, c'est encore plus difficile. Souvent, ce qui distingue les meilleurs cubeurs, ce ne sont pas nécessairement leurs compétences, mais plutôt leur rendement sous pression. Malheureusement, les très bons temps de résolution ne sont pas au rendez-vous pour Antoine. On sent qu'il aimerait bien la recommencer du tout au tout, cette finale du 3x3 à une main. À l'inverse, tout roule pour l'Américain Max Park, qui balaie un record mondial au passage. Ça s'est pas bien passé. Finalement, j'ai fini 5e, quelque chose du genre. Mais il y a quelque chose aussi de très important, très intéressant aussi qui est arrivé dans cette ronde-là. Max Park a battu le record mondial pour la moyenne à une main. J'ai pas encore vu les résultats d'exactement qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'il y a environ 10.3 ou 10.4 secondes. Aussitôt qu'il a fini, il est venu et il m'a donné un high five. Tu vois qu'il y a vraiment du bon sportsmanship dans le cube Rubik. On n'est pas vraiment des ennemis, mais on est toujours des amis ensemble. Pour être sur le podium, on avait besoin d'environ 11.9. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais c'est des choses qui arrivent. Malgré tout, 5e, de quoi être fier? Assez. En tout cas, on est fiers de toi, franchement. Merci. Bravo, mon gars. Le championnat du monde se termine en grande pompe par la ronde ultime du 3x3 standard. Une aura de concert rock plane sur la mise en scène de cette grande finale. L'énergie de la foule est électrisante. L'enjeu est grand. Une bourse de 3000 $ et surtout le prestige d'être sacré meilleur cubeur du monde. Qui eût cru qu'un concours de cube Rubik pouvait déchaîner les passions à ce point? Sans grande surprise, Max Park est en feu. Il remet ça avec un parcours sans faille. Décidément, ce championnat du monde de cube Rubik aura été le sien. Je pense que le cube Rubik a changé la trajectoire de Max. Quand nous avons appris que Max était autiste, nous nous sommes dit que nous ne pourrions pas faire la même chose que les familles normales. Mais à cause de son autisme et du cube Rubik, nous faisons des choses que nous n'aurions jamais imaginées. La vie est incroyable et nous essayons de garder un esprit ouvert parce qu'un garçon de 15 ans nous a montré comment voir le monde. Poursuivez l'expérience en ligne sur tv5.ca.